Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette grande édition d'information sur Télé-Hémicycle. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, nous allons revenir sur les grands sujets ayant marqué cette semaine sur notre antenne. Voici le sommaire. La loi électorale du Sénégal a été revue par les parlementaires du pays. C'était à l'occasion de la séance plénière tenue le samedi passé à Dakar. Le nouveau code électoral prévoit l'intégration dans le fichier électoral des personnes condamnées ayant bénéficié de certaines mesures telles que la grâce ou l'amnistie. À suivre dans cette édition, une présentation du Parlement européen. Il s'agit d'un parlement qui regroupe plusieurs pays du continent européen avec des rôles spécifiques qui ne sont pas vraiment les mêmes que ceux des parlements nationaux. C'est un exercice pédagogique auquel nous aurons droit dans les minutes à suivre. Asnat FC, c'est le nom de l'équipe de football de l'Assemblée nationale du Bénin. Cette équipe a affronté celle des fonctionnaires de Savet avec à la fin une domination de cette dernière. Le match entre dans le cadre de la préparation du prochain tournoi des institutions. À noter bien sûr que nous aurons dans la seconde partie de ce magazine d'information la revue de presse de ce vendredi avec Latif Boni. Prenons tout de suite la direction du Sénégal où l'Assemblée nationale a modifié, je le disais en titre, la loi portant code électoral du pays. Ce texte de loi adopté dans la soirée du samedi dernier stipule que, je cite, « Nul ne peut refuser l'inscription sur les listes électorales aux personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce. » Fin de citation. Les précisions avec Latif Boni. La révision du code électoral passe au Sénégal. Le Parlement a adopté la loi modificative portant code électoral ce samedi. À l'initiative du parti Benno Bokk Yakaar au pouvoir, du parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade et du parti Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, la loi adoptée remet les compteurs à zéro pour le fils d'Abdoulaye Wade, Karim, et pour l'ancien maire de Dakar. Les deux personnalités condamnées pour corruption et blanchiment d'argent et écartées de la liste électorale se voient réintégrées et deviennent de facto éligibles. Les deux concernés avaient été, on s'en souvient, empêchés de prendre part aux élections présidentielles de 2019. L'article L28 modifié stipule qu'en cas de condamnation, un citoyen perd son éligibilité, la retrouve suite à une grâce présidentielle ou d'amnistie, une fois la durée de la condamnation écoulée. Que le projet de loi ne concerne pas que la modification de l'article L28.3 qui permet, lorsque la durée restante de la peine dont on a bénéficié à raison d'une grâce aura expiré, que le condamné concerné puisse retrouver ses droits avec sa réintroduction dans le fichier électoral. Au-delà, il y a eu d'autres avancées issues du dialogue national. Le délai de la condamnation, c'est justement là l'épée de Damoclès sur la tête de Ousmane Sonko et de son parti PASTEF. Sonko, déjà condamné par contumace à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, ne peut purger le délai de sa condamnation avant la présidentielle de 2024. Une autre disposition de la loi modifiée prévoit également qu'un condamné par contumace ne peut être éligible ni électeur. Et pour cette première condamnation, c'est le cas d'Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, l'emprisonnement de Sonko et autres, ce n'est rien d'autre qu'une démocratie qui a perdu ses repères. Donc ce qui se passe aujourd'hui est un début de correction et on espère que ça continuera. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être fier pour tous les militants de Taxawu qui sont restés fidèles à Khalifa. Autre changement qu'apporte le texte adopté samedi, le parrainage. Les candidats à la présidentielle peuvent désormais se faire parrainer par 0,6% du corps électoral au lieu des 0,8% que prévoyait le code antérieur.
Ils ont aussi désormais la possibilité d'être parrainés par les députés et les élus locaux. Voilà, plus question d'être condamnés à mort au Ghana pour des crimes dits ordinaires. Les parlementaires ont légiféré dans ce sens. C'était le 25 juillet dernier à travers l'adoption de 2 textes de loi. Un pas considérable posé sur le chemin de l'abolition de la peine de mort dans ce pays puisque ce n'est pas encore définitif et complet. Les détails avec Estelle Dopono. Presque tous les crimes qualifiés d'ordinaires sont concernés par cette législation majeure enregistrée dans ce pays. C'est dans la soirée du mardi 25 juillet 2023 que les parlementaires ghanéens ont procédé à ce vote qui fait entrer le pays dans le rang des nations ayant aboli la peine capitale, même si cette abolition n'est pas encore entière au Ghana. La peine de mort est trop définitive et en tant que pays qui respecte les droits de l'homme, nous ne pouvons pas continuer à l'inscrire dans nos lois, a déclaré Francis Xavier Sossu, un député de l'opposition et auteur de la proposition de cette réforme. Pour lui, c'est un acte de grande fierté pour son pays. La suppression de la peine de mort concerne uniquement les crimes dits ordinaires. Une sentence qui n'a toutefois pas été exécutée depuis une trentaine d'années, bien que plus de 150 personnes se trouvaient dans le couloir de la mort en 2022, selon le service pénitentiaire du Ghana. Les dispositions des 2 lois votées par les députés prévoient la conversion des peines capitales en réclusion à perpétuité. Mais elles doivent encore être entérinées par Nana Akufo-Addo, le président ghanéen. La peine de mort reste toutefois applicable dans le pays suite à des faits de haute trahison conformément à la constitution du pays. Un principe encore en vigueur dont la suppression nécessite une relecture de la loi fondamentale ghanéenne. Allons maintenant en France où les députés sont en vacances parlementaires depuis quelques semaines. Mais bien avant d'y aller, ils ont adopté le projet de loi relatif à l'accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés ou démolis au cours des violences urbaines survenues en France dans la période couvrant le 27 juin au 5 juillet 2023. C'est à l'occasion de la plénière qui a eu lieu le 20 juillet que cette loi a été adoptée. C'est par un score de 260 voix pour et 87 contre que ce projet de loi a été adopté par les députés français ce jeudi 20 juillet 2023. Au cours de cette séance plénière, présidée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, les élus présents ont dit le bien qu'ils pensaient de ce texte de loi qui émane de l'exécutif à l'occasion de la discussion générale. Du groupe Horizon et naturellement, les députés du groupe Horizon soutiendront votre proposition, votre projet de loi, Monsieur le ministre, en souhaitant un adopté conforme par un souci de rapidité d'exécution et d'efficacité. Naturellement, le texte qui nous ramène à une actualité brûlante et déchirante se passe de grands discours, il se passe de grands mots. C'est un texte de reconstruction, c'est un texte de réparation matérielle qui vise, autant que faire se peut, à permettre à la vie, tout simplement, permettre à la vie de reprendre son cours dans les quartiers qui ont été l'objet de violences urbaines et d'émeutes. 5 millions de nos concitoyens vivent dans un des 1500 quartiers estampillés politiques de la ville. Mes chers collègues, où est la vision d'avenir pour ces quartiers? Où en sont les promesses de justice sociale et d'égalité républicaine? Dans ces quartiers, 40% de la population est en situation de pauvreté. 45% des jeunes sont au chômage. Il y a 2 fois moins de professionnels de santé par habitant que sur l'ensemble du territoire national. Moins de bureaux de poste, de maisons de justice ou encore de transport. Oui, ces dégradations se sont déroulées dans des quartiers où les habitants en ont le plus besoin. Et c'est en cela que nous, écologistes, voterons ce texte. Le projet de loi avait été déposé au Sénat le 13 juillet, qu'il a adopté le 18 juillet à l'unanimité. Une fois arrivé à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques l'a examiné le mercredi 19 juillet et l'a adopté sans modification. Pour l'examen de ce texte de loi à l'occasion de cette séance plénière, le gouvernement est représenté par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de France. Mon souhait, c'est évidemment que nous puissions adopter ce texte d'urgence, y compris en nous appliquant à nous-mêmes le principe de l'urgence dans la manière d'avancer. Je veux simplement dire qu'il y a eu des questions qui posaient sur une partie du texte, on va y répondre article par article, et il y a eu des interpellations sur les causes, je le redis, ça,
C'est un sujet qui mérite mieux que quelques heures au mois de juillet et qui nécessitera d'être traité les yeux ouverts à la rentrée avec juste une condition. C'est que chacun n'entre pas dans l'hémicycle en disant « ça fait des années que je le dis et j'ai raison ». Parce que si on présente les choses de cette manière-là, bizarrement, il y a des gens qui rentreront dans cet hémicycle en disant des choses absolument contraires et en étant dans une espèce de logique de prophétie autoréalisatrice qui ne correspond pas à ce que nous avons vécu. Une fois adoptée, cette loi va permettre aux maires et aux propriétaires de pouvoir reconstruire au plus vite les bâtiments détruits ou endommagés durant les émeutes urbaines du 27 juin au 5 juillet 2023. 273 bâtiments des forces de l'ordre avaient été dégradés, 168 écoles et 105 mairies auraient notamment été détériorées selon les estimations rendues publiques. Composée de 3 articles, cette nouvelle loi permet au gouvernement de prendre des ordonnances pour définir des mesures dérogatoires aux règles de la commande publique en matière de publicité préalable et de recours aux marchés publics globaux, puis à faciliter le financement de la répartition et de la reconstruction rapide des bâtiments et équipements publics dégradés, entre autres dispositions. Et la France qui, à l'image de l'Allemagne, l'Italie et bien d'autres États de l'Europe, a des députés qui siègent au sein d'un parlement continental très populaire qu'on appelle le Parlement européen. Ces députés, au regard de la nature de ce parlement au sein duquel ils siègent, sont appelés des eurodéputés. Mais savez-vous comment est structuré ce Parlement et surtout les missions qui lui sont assignées? Voici donc quelques informations essentielles à retenir à ce sujet avec Estelle Dopono sur une infographie réalisée par nos confrères de la chaîne France 24. C'est à Strasbourg, en France, que se trouve le siège du Parlement européen. Il s'agit de la seule institution européenne dont les membres sont directement élus par les citoyens des États qui en font partie. Après le Brexit ayant occasionné le départ des élus britanniques, le Parlement européen compte aujourd'hui 705 députés qui votent des lois européennes, encore appelées des directives. Contrairement aux autres parlements répandus dans le monde, les députés du Parlement européen n'ont pas le pouvoir de proposer des textes de loi à voter. Cette fonction revient à la Commission européenne, dont la structure est assimilable au gouvernement de l'Union européenne. Le Parlement a sûrement beaucoup de compétences. Il est co-législateur sur beaucoup de matières. Nous voulons plus de pouvoir d'initiative. Parce que, comme tous les parlements nationaux, il faut non seulement qu'il y ait la possibilité de travailler sur les propositions de la Commission, mais qu'il y ait aussi la possibilité pour nous, Parlement, d'être à l'initiative de sujets sur lesquels discuter. Un pouvoir, je le répète, d'initiative. Voilà ce qui manque aujourd'hui. Toutefois, le Parlement européen a le pouvoir de valider l'élection du président ou de la présidente de la Commission, ainsi que la désignation des commissaires dont le statut est l'équivalent de ministre de la Commission européenne. Pendant ce processus, ces derniers sont auditionnés et testés sur leurs connaissances parlementaires avant d'être investis par les députés européens. Le Parlement européen fonctionne avec des mandatures de 5 ans et a pour rôle de voter des lois et de contrôler l'action de la Commission européenne dont il vote également le budget. Ces élus peuvent renverser la Commission en votant une motion de censure à la majorité des 2/3 de leur effectif. Leur président ou présidente est élu pour un mandat de 2 ans. Si le siège du Parlement européen est à Strasbourg, les députés qui y siègent votent 12 fois par an à travers des sessions de 4 jours. En dehors de cette période, ils se basent à Bruxelles afin de se consacrer à l'essentiel de leur travail, tels que les travaux en commission parlementaire et bien d'autres. Et que ce soit les élus donc, du Parlement européen, celui panafricain, de la CEDEAO ou surtout des parlements nationaux, il faut dire que les élus finissent par prendre leur repos après avoir accompli leur mission pendant une ou plusieurs législatures. Une fois hors des projecteurs et vêtus donc désormais du manteau d'anciens députés, ils vivent leur vie dans leur famille retranchée.
Au Bénin, ces anciens élus, donc anciens députés, se sont constitués au sein d'une structure dénommée ASNAP, entendez Association des anciens parlementaires du Bénin. Alors, quelles en sont justement les missions et qui sont les membres de cette association? Les éléments de réponse avec Latif Boni, Philippe Adeni et Kevin Benatiawe. Depuis des années 2000, le général Mathieu Kérékou est réélu pour son deuxième et dernier mandat. La consolidation des structures démocratiques engagées au Bénin depuis 1990 se poursuit. Au Parlement, la troisième mandature, dirigée par Maître Adrien Ngwedji, tire à sa fin. La situation des anciens députés commence par interroger. Ils sont nombreux et parfois désignés de différentes manières selon les circonstances et les formes de gouvernement sous lesquelles ils ont servi la République. Tous ont un destin commun. Après les services rendus à la nation, les législateurs sont rangés dans l'oubli. Pour corriger le tir, l'Association des anciens parlementaires va naître en cette année 2002. Après les législatures, chaque ancien député se retrouvait dans son coin, seul, perdu. Cette association, donc, a été créée le 26 octobre 2002. Et d'ailleurs, à l'instar des associations d'anciens parlementaires qui existaient déjà dans d'autres pays africains. Donc, l'Association nationale des anciens parlementaires regroupe tous les anciens parlementaires de ce pays. L'association naît pour souder les anciens législateurs et instaurer en leur sein une ambiance pour une retraite épanouie a fait son petit bonhomme de chemin. Les différents dirigeants de la structure lui ont donné une envergure, mais aussi une organisation interne, avec un agenda plein d'initiatives. C'est donc un cadre de concertation, de solidarité et d'entraide. Nous avons aussi remarqué que les députés, quand ils quittent l'Assemblée nationale, ils vivent dans des conditions très précaires. Notre association est donc chargée de les regrouper pour discuter de ces problèmes-là et voir comment trouver des solutions à cette vie précaire, cette vie même un peu de misère. Les anciens parlementaires, un vivier d'expérience utile pour l'Assemblée nationale, mais aussi pour tout le pays. Expérience que leur association entend mettre à la portée des mandatures actuelles. La SNAP veut se positionner comme un pont entre les législateurs passés et ceux en exercice. Nous avons aussi comme objectif d'être en collaboration avec les députés en fonction. Et même, nous nous proposons d'être un cercle de réflexion pour eux, pour ce qui concerne les problèmes de l'Assemblée nationale. Nous, actuellement, nous avons eu à bénéficier donc d'un protocole d'accord avec l'Assemblée nationale qui fait que, on participerait à la vie du Parlement, la vie parlementaire, même à la vie nationale, à travers le Parlement. L'Association des anciens parlementaires a 20 ans. À cet âge où les membres du Creuset célèbrent ces noces de porcelaine, les perspectives sont grandes. Les dirigeants actuels en sont conscients et n'entendent pas se laisser intimider par l'immensité des attentes. Nous avions pensé organiser des rencontres au niveau national pour valoriser le militantisme féminin, donc au niveau politique, social et culturel, parce que nous avons eu de vaillantes femmes béninoises qui ont travaillé dans ces domaines-là et qui méritent d'être mises en valeur pour servir d'exemple à la génération montante. L'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin a réussi à sortir les anciens députés et commissaires du peuple de l'oubli. Le dynamisme de ces différents dirigeants a également permis de répertorier les anciens législateurs. Tous ont été mobilisés pour faire du Creuset le trait d'union entre les acteurs passés, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain.
Et je l'annonçais en titre, en sport, vous savez certainement que l'équipe de football de l'Assemblée nationale participe chaque année au tournoi des institutions. Et bien, en prélude à l'édition prochaine de ce tournoi, cette équipe dénommée ASNAT FC, à ne pas confondre avec ASNAP Bénin dont on vient de parler. Eh bien, cette équipe, donc dénommée ASNAT FC, a joué un match amical contre celle des fonctionnaires de Savè. Cette rencontre a eu lieu le samedi passé au stade Omnisport d'Avrancourt, avec à la fin un score favorable plutôt aux fonctionnaires de Savè, 2-1. C'est justement sous les yeux de notre reporter Latif Boni. Ils sont venus de loin affronter ici au stade Omnisport d'Avrancourt l'équipe de football de l'Assemblée nationale. Les joueurs de l'amicale des fonctionnaires de Savè et leurs hôtes de l'ASNAT sont appelés à offrir du beau avec fair play. Nous sommes tous des fonctionnaires, nous sommes tous des citoyens béninois au service de l'État, au service de la République. Ou bien, et qu'ensemble nous devons donner une très belle image de notre pays, des entités que nous représentons et surtout du football, qui est notre passion commune. Je vous prie, oui c'est vrai, quand on parle de passion, il y a les émotions, on a tendance aussi à s'emporter, à perdre un peu le contrôle, d'accord? Mais n'oublions jamais qu'il y a du public derrière nous, et il y a des caméras sur le terrain, et que, quoi qu'il en soit, nous devons montrer une belle image, soit de l'Assemblée nationale ou de Savè, ou de la communauté de Savè et des fonctionnaires de Savè. Je vous souhaite une très belle partie, un très beau match de football. Après le coup d'envoi, il ne faut pas plus d'une dizaine de minutes aux visiteurs pour asseoir leur légère mainmise sur la partie et faire montre de leur détermination. La bataille du milieu relativement gagnée par les locaux, les attaquants, eux, n'auront pas réussi à inquiéter les visiteurs qui finiront même par punir les joueurs de l'Assemblée nationale. 1-0, la première partie aura été celle de phases successives de jeu et toujours côté ASNAT, les attaques auront été toutes infructueuses. La deuxième mi-temps a permis aux deux staffs techniques de réajuster leurs équipes. Les joueurs du Parlement reviennent un peu plus dans le match, même si les derniers gestes restent approximatifs, tout comme le sont les dernières passes. Poussée, dominée, au milieu du terrain, l'équipe des fonctionnaires de Savè va procéder par des contres avant de finir par être piégée et concéder un pénalty. Un but partout, le score semble refléter l'image d'une rencontre où les deux équipes se tiennent dans le jeu. Mais comme à la première partie, la détermination des visiteurs sera récompensée par les erreurs d'alignement de la défense des locaux. Pour les joueurs de l'Assemblée nationale, le match, en plus d'être amical, entre dans le cadre de la préparation du tournoi des institutions. Voilà donc en ce qui concerne la première partie, donc la partie information de ce magazine justement que nous vous proposons. Voici la revue de presse. En ce vendredi, nos journaux nous ont conduits directement au sein du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, qui a reçu en effet 2 délégations avec au menu des sujets liés à la justice et au numérique. La revue de presse est signée Latif Boni. Vendredi 11 août 2023, bonjour et bienvenue à la revue de presse du jour, que nous démarrons par les échos du cabinet du président de l'Assemblée nationale qui a été bien mouvementé hier jeudi. Dans sa parution, le quotidien Le Leader du jour y est revenu en détail. Le journal fait noter que 2 différentes délégations ont été successivement reçues par Louis Béounou-Vlavonou. La première audience a été accordée à Ibikoun Koussemou, directeur adjoint du service social et des réfugiés de la commune allemande de Bayreuth, et sa suite. Le journal précise que l'homme a discuté de la coopération interparlementaire Bénin-Allemagne, mais aussi des difficultés que vivent les Béninois résidant dans ce pays. L'hôte du président de l'Assemblée nationale a plaidé pour une réouverture de l'ambassade du Bénin en Allemagne,
Une ambassade sans laquelle les Béninois de l'Allemagne peinent à se faire établir des pièces d'identité et autres papiers nécessaires à la régularisation de leurs différents documents de séjour. À défaut d'une réouverture de l'ambassade, Ibikoun Koussemou a demandé l'aide de Luc Bernouf-Lavonou pour la nomination d'un consul général en Allemagne pour que, dit-il, nos compatriotes dans ce pays se sentent un peu comme chez eux. La deuxième délégation au cabinet du président du Parlement est celle du comité central d'organisation des festivités culturelles annuelles de Kétou. Cette ville qui se prépare à vivre son festival annuel et c'est l'objet des échanges entre Raymond Adekambi, sa suite et Luc Bernouf-Lavonou, rapporte le coopérant. Mes confrères de confier que l'occasion des échanges a été saisie par le comité central d'organisation des festivités culturelles annuelles de Kétou pour inviter le président de l'Assemblée nationale à être du festival qui va démarrer le 20 août prochain. À mes confrères de Le Coopérant d'ajouter des détails sur les objectifs du festival qui veut rassembler, guérir les blessures du passé et développer Kétou, devenu entre-temps un carrefour depuis que le gouvernement a aménagé la route qui mène de Kétou à Savé, a confié Raymond Adekambi, rapporté par Le Coopérant. Dans les colonnes de Les 4 vérités, ce sont de bonnes nouvelles que l'on a de la capitale de Porto Novo qui devrait bientôt se verdir davantage. Le journal informe en effet que Adjaché s'apprête à devenir une ville verte et cela grâce au projet de verdissement du Grand Nokoué qui, selon les confrères, est un grand coup de pouce pour la ville capitale. La parution revient en effet sur la descente du maire Chalma Yankoti mardi dernier. Le maire et les responsables de Sirat Benin, Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, ainsi que des émissaires de la Banque européenne d'investissement, ont parcouru ensemble plusieurs sites destinés à la mise en œuvre du projet de verdissement. Le quotidien Les 4 vérités décrit une visite achevée en beauté par un voyage sur paquebot motorisé de Porto Novo à Ponton, le dernier poste douanier entre le Bénin et le Nigeria. Un voyage sur l'eau dans des conditions qui permettent à l'auteur de l'article, à l'issue du projet, de rêver d'un Porto Novo plus résilient vis-à-vis des effets du réchauffement climatique, un rêve dont le projet qui couvre tout le Grand Nokoué a comme objectif principal. Très bon week-end à chacun et à tous. Voilà, c'est sur ces notes que nous fermons les portes de ce magazine d'information pour le compte de cette journée, mais également de cette semaine. Merci infiniment à toutes les équipes de préparation du service de la rédaction de Téléhémicycle. La préparation est dirigée cette semaine par Varnoli Olibé. Merci à la réalisation aujourd'hui, Thomas Badé, Abraham Ulrich Alikhounou, Kevin Benachawé. Merci, bon week-end à chacun et à tous.